On va reparler ce soir d'un pays qui passe trop souvent sous les radars médiatiques et politiques, où se déroule pourtant l'une des plus grandes tragédies de notre temps, le Soudan, où la guerre qui dure depuis 2023 entre les forces de soutien rapide du général Hemeti et les forces gouvernementales du général Al-Bourhan fait toujours rage. L'ONU et 7 pays, parmi lesquels les États-Unis, la France ou encore l'Italie, ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine, disant craindre un assaut imminent des FSR sur la ville d'Al-Obeid, capitale du Kordofan du Nord. Ils disent craindre également des massacres de masse similaires à ceux qui avaient été commis à El Fasher à l'automne dernier. Al-Obeid est elle aussi assiégée, soumise à d'intenses bombardements, notamment de drones. Les rares récits qui nous parviennent font état d'une situation absolument catastrophique pour les civils. On en parle donc ce soir avec notre invitée Lucile Grosjean, directrice communication, plaidoyer et programme de l'UNICEF France. Bonsoir Lucile Grosjean, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Tout d'abord, la situation à Al-Obeid dans le Kordofan. On le sait, la ville est assiégée. Il y a de très graves pénuries d'eau, de nourriture, de carburant. L'ONU dit craindre un massacre. 500 000 civils sur place. Qu'est-ce qu'on sait de la situation actuellement à Al-Obeid ? La situation est extrêmement compliquée. Ça fait maintenant plus de 3 semaines qu'il y a des attaques incessantes, et notamment des attaques de drones, et qui en plus ont la particularité de beaucoup cibler les infrastructures civiles, des centres de santé, des infrastructures en eau, etc., qui vraiment mettent en difficulté énorme les civils. Il faut imaginer, Al-Obeid, c'est comme la ville de Lyon, globalement, à plus de 500 000 personnes. Donc c'est cette situation de siège dans laquelle ils se retrouvent de plus en plus. C'est une véritable catastrophe si les camions de nourriture, l'aide, etc. n'arrivent plus à rentrer et bloquer, etc. On va vers une catastrophe absolument énorme. Un siège que beaucoup comparent justement au siège de Al-Fasher dans le Darfour. C'était à l'automne dernier, on s'en rappelle. 200 000 civils, d'abord affamés durant des mois, puis ces tueries terribles de civils à caractère ethnique. C'est ce que l'on craint donc aujourd'hui, la répétition de ce scénario. C'est ce que l'on craint, et en tout cas c'est ce qu'on veut essayer d'éviter. C'est pour ça qu'il y a ces appels des Nations Unies et de l'UNICEF notamment pour qu'il y ait absolument des pauses humanitaires, un cessez-le-feu, qu'on reprenne des négociations politiques, qu'on laisse dans tous les cas passer l'aide et sortir les civils s'ils veulent, ou que les gens puissent circuler comme ils veulent, parce qu'effectivement on a appris avec El Fasher la catastrophe que ça pouvait donner. Al-Obeid, on le sait, a une importance stratégique, d'où ces combats aux yeux des belligérants, avec cette autoroute notamment qui relie la région du Darfour dans l'ouest à l'est du pays, notamment direction la mer Rouge, une ville qui joue aussi un rôle essentiel dans l'acheminement de l'aide humanitaire, et c'est en cela que la tragédie, disons, est double. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment une grande ville, plus de 500 000 habitants, donc c'est un vrai centre névralgique, y compris en termes routiers, et c'est pas très très loin non plus derrière de Khartoum, donc il y a beaucoup de choses qui passent par là pour desservir les différentes régions du Soudan. Donc effectivement, le blocage de cette ville serait catastrophique. Et notamment en termes d'insécurité alimentaire également pour toute la région du Kordofan. Alors la guerre, on l'a dit, fait rage depuis 2023, depuis plus de 3 ans. Elle a donné lieu à des vagues successives de réfugiés. Certains d'ailleurs réfugiés d'El Fasher avaient trouvé refuge donc à Al-Obeid. On a un peu l'impression justement d'une spirale sans fin pour ces civils. C'est ça, et pour les familles, et notamment souvent des femmes avec des enfants, ça veut dire souvent pour la 3e, 4e, 5e fois devoir fuir des combats pour essayer de trouver un endroit où elles pourront avoir un petit peu de sécurité. Souvent elles partent absolument sans rien, avec potentiellement 1 jour ou 2 jours de nourriture maximum, et elles marchent des kilomètres pour pouvoir fuir et sortir de ces sièges. Donc ce qu'on craint aussi clairement avec s'il y a un siège et s'il y a une bataille d'Al-Obeid, c'est clairement ces grands mouvements de population, de gens qui sont déjà à bout globalement pour beaucoup, et qui vont devoir fuir à nouveau, et 500 000 personnes qui fuient, c'est absolument fou. Et vous avez commencé à l'évoquer, mais comme souvent dans les conflits, la situation des enfants est particulièrement préoccupante. L'UNICEF parle entre autres de 5 700 violations graves à leur encontre recensées. De quoi on parle ? C'est notamment voilà, les enfants qui ont été tués, blessés, agressés, et sachant qu'on sait que ce chiffre de 5 700 enfants victimes de violations graves,
on sait qu'il ne représente même pas la réalité entière, parce qu'on n'arrive pas à voir et à collecter toutes les informations sur ces crimes. Donc c'est là aussi, encore une fois, c'est un conflit qui s'attaque vraiment aux civils, et notamment Victime aux enfants. de mutilations aussi parfois, voire de violences sexuelles. Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois une des spécificités qu'on voit sur ce conflit au Soudan. C'est vraiment les violations très graves qu'on voit sur les enfants aussi. Beaucoup de cas de séparation d'enfants qui se retrouvent tout seuls, alors que blessés, alors que mutilés, etc. C'est vraiment aussi une guerre contre les enfants. Et victime aussi de la faim, des épidémies aussi qui se multiplient. Oui, notamment du fait des problèmes d'approvisionnement, des problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et du coup, sur ce terrain-là, peuvent se développer beaucoup d'épidémies, que ce soit la rougeole, le choléra, etc., qui se développent très, très régulièrement. Et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une épidémie de faim, vu que sur un pays de 50 millions d'habitants, à peu près au Soudan, il y en a plus de 19 millions aujourd'hui qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Et là aussi, les enfants sont toujours les premières victimes, parce que tout simplement, ils sont en pleine croissance, ils ont besoin de davantage de nutriments et vont être touchés plus vite du coup par la malnutrition. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a 825 000 enfants qui sont réellement en danger, qui souffrent de malnutrition aiguë sévère, donc la forme la plus mortelle de malnutrition. Et si ces enfants ne peuvent pas avoir rapidement accès à un traitement, il y a un risque mortel pour eux. Et autre aspect de cette guerre qui touche les enfants, un certain nombre d'entre eux sont également recrutés en tant qu'enfants soldats. Ça aussi, c'est l'autre fléau. C'est effectivement des réalités qu'on voit et sur lesquelles on essaye de s'investir et de lutter contre ce recrutement d'enfants pour faire partie de forces armées, de groupes armés, etc., qui peuvent se retrouver dans plein de situations, qui vont aussi parfois se retrouver à être esclaves sexuels, par exemple, des choses comme ça, ou qui vont se retrouver à faire plein de différentes tâches qui, bien sûr, ne devraient jamais arriver à un enfant. Donc c'est vraiment aujourd'hui, le Soudan est clairement en termes de proportion, notamment de nombre de personnes qui sont touchées, la plus grave crise humanitaire au monde. L'UNICEF est déployé dans de nombreuses parties du Soudan, malgré, disons, les conditions sécuritaires extrêmes, qui ont d'ailleurs causé le départ d'un certain nombre d'ONG, même si d'autres continuent d'opérer, heureusement, sur place. Où êtes-vous déployé et en quoi consiste concrètement l'aide de votre organisme sur place ? Alors, on a plus de 400 personnes globalement déployées dans le pays et dans différentes régions du pays, et on essaye d'avoir un peu une double approche, à la fois d'être dans les zones vraiment de conflits les plus actives, où il y a le plus de personnes affectées. Où il y a besoin près de Al Obeid ? Y compris près de Al Obeid, aussi grâce à tout un réseau d'associations locales avec lesquelles on est en contact et qui continuent aujourd'hui à pouvoir travailler dans Al Obeid. Et par ailleurs, on essaye aussi de travailler à l'arrière, là où les gens se déplacent, notamment pour essayer d'apporter une aide dans ces zones de déplacement, un peu largement derrière les lignes de front. Mais il y a aussi clairement une réalité des problèmes d'accès absolument fous au Soudan, qui vont des problèmes de sécurité très clairs, de bombardement. Il y a eu plusieurs attaques contre les Nations Unies. Depuis des humanitaires qui sont ciblés ? Des humanitaires qui sont ciblés, absolument. Et il y a en même temps toute une série d'obstacles administratifs. C'est extrêmement compliqué de travailler au Soudan. Des autorisations pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir rentrer dans le pays, pour pouvoir rentrer du matériel dans le pays. Dans ce contexte chaotique, à qui est-ce qu'il faut demander l'autorisation ? Et bah, toutes les parties au conflit, il faut en général la demander, et c'est ça qui est compliqué dans ces situations de conflit. Et c'est pour ça aussi qu'on en appelle vraiment à la communauté internationale, aux différents États qui peuvent avoir une influence sur ces parties au conflit, parce que là aujourd'hui c'est absolument pas tenable la situation, et il faut qu'ils mettent la pression sur les parties au conflit pour que l'aide puisse passer, pour qu'on nous facilite un petit peu le travail, parce qu'au vu de ce que les populations sont en train de vivre, c'est absolument inacceptable. Concernant toujours votre aide concrète, notamment aux enfants, donc une aide, on l'imagine, alimentaire, en termes de services médicaux aussi, d'urgence, une aide psychologique aussi, on l'imagine, qui est cruciale, notamment dans un conflit aussi terrible que celui-ci ? Oui, alors on est aussi beaucoup focalisé en ce moment vraiment sur l'eau, la nourriture et la santé, vraiment le basique. Mais il y a plein de choses autour, effectivement, la santé mentale. Je pourrais citer également l'éducation. Il y a plus de 8 millions d'enfants aujourd'hui qui sont déscolarisés au Soudan. Et on sait à quel point l'école
Ça peut être un moyen pour un enfant de retrouver un semblant de normalité et de pouvoir se réinsérer, de retrouver des amis, etc. Donc c'est également extrêmement important que l'éducation puisse reprendre aussi pour ne pas perdre des Et générations. vous y arrivez à préserver une certaine continuité pédagogique dans ce contexte? Ça dépend où. Il y a des endroits où on y arrive et dès qu'on peut, on essaye de le mettre en place. Mais il y a aussi beaucoup d'écoles qui servent parfois de refuge pour les personnes déplacées, donc qui se retrouvent fermées. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été attaquées également ou qui sont occupées parfois par des groupes armés. Donc c'est bien sûr extrêmement difficile, mais on essaye au maximum parce qu'on sait encore une fois que ça sera aussi des conditions de retour à la normalité qui seront fondamentales. C'est un conflit qui a fait un nombre incalculable de déplacés. Un certain nombre se retrouvent au Tchad voisin. Dans quelles conditions? On imagine que la pression sur un pays comme le Tchad est aussi un gros problème. Oui, forcément, il y a à la fois une longue tradition du Tchad qui a accueilli depuis des décennies, j'ai envie de dire, souvent des populations du Darfour au moment où il y avait Y compris il y a 20 ans. Voilà, quand il y avait les grands conflits au Darfour. Le problème aussi, c'est qu'on est en ce moment dans une période où l'aide internationale se tarit dans beaucoup d'endroits. Il y a une vraie crise des financements depuis 1 an et demi. On l'a su, notamment, on en a beaucoup entendu parler des États-Unis, mais il y a plein d'autres pays La fin de l'USAID. de l'OCDE et dont la France qui ont aussi reculé clairement leur budget sur la solidarité internationale. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des crises absolument énormes, dont celle du Soudan qui est clairement une des plus grandes, et on n'arrive pas à faire face à tous les besoins. Donc on a vraiment besoin de l'aide de chacun pour essayer de faire face à cette situation. Ces enfants n'ont pas choisi de naître là-bas, et c'est totalement injuste ce qui leur arrive aujourd'hui. L'ONU parle de la pire crise humanitaire au monde. Pourtant, elle ne focalise pas l'attention internationale. C'était quand même le cas, on peut le dire, du Darfour, justement, il y a 20 ans. Comment est-ce que vous expliquez cette indifférence? Très honnêtement, on a un peu du mal à se l'expliquer. Je pense que c'est un conflit qui est forcément compliqué. Peut-être qu'il y a de la lassitude qui arrive. Effectivement, on avait entendu parler il y a 20 ans du Darfour et par certains aspects se reproduit un peu la même chose. Mais encore une fois, les populations, les enfants qui se retrouvent là-dedans, eux, c'est la première fois qu'ils le vivent, ils ne l'ont pas choisi. C'est des choses qui les dépassent très largement. Donc le but, c'est d'être au maximum solidaire, et notre devoir, c'est d'essayer d'aller sauver un maximum de ces enfants. Et de lancer, on l'imagine, un appel à la communauté internationale pour agir au plus vite. C'est ça, que ce soit bien sûr les bailleurs de fonds, mais aussi les diplomates pour arriver à négocier ces cessez-le-feu de l'accès, etc. Et bien sûr à la population française pour nous aider, pour qu'on arrive à aider aussi nos équipes sur place, toutes les associations locales qui font un travail formidable et qu'on essaye d'aider pour qu'on arrive à soutenir cette population. Merci beaucoup Lucile Grosjean d'avoir répondu à nos questions ce soir dans le cœur de l'info concernant la situation au Soudan. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.